connaissez tous Olivier Amezen, je pense du moins. C'est celui qui a fait parler de lui autour d'un médicament, le baclofène, qui, sans garantir une guérison totale de l'alcoolisme, permettait au moins de vaincre une des premières étapes de l'alcoolisme. Mais je ne m'aventure pas trop sur ce terrain, puisque Renaud de Beaurepaire, psychiatre et professeur de médecine, va nous en dire un petit peu plus. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Amezen et de partager avec lui, d'échanger. Il est mort au mois de juillet, d'épuisement. Il avait été alcoolique lui-même. C'était un personnage extraordinaire, passionnant, et qui s'est heurté à beaucoup de difficultés pour faire connaître le baclofène. Je vous laisse la parole. Oui, bien sûr. Renaud de Beaurepaire. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir parler de cette aventure du baclofène et d'Olivier Amezen et de lui rendre hommage. Donc, comme on l'a rappelé, Olivier Amezen est la personne qui a découvert les propriétés du baclofène, qui est une molécule tout à fait extraordinaire pour le traitement de l'alcoolisme, même si ce n'est pas encore véritablement reconnu. Il n'y a aucun doute que ça le sera progressivement. Mais ça va arriver. Olivier Amezen aurait été heureux d'être ici, parce que j'ai entendu des choses un peu curieuses. Il n'avait absolument rien contre l'alcool, il n'avait rien contre le vin. C'était un bon vivant, il aurait été très très heureux au buffet qui était là tout à l'heure, et d'être parmi vous. Simplement, il en avait contre la dépendance, contre la cirrhose, contre le cancer. Enfin, il était médecin. Peut-être que le point de vue du médecin est un petit peu différent de celui des autres, mais il n'avait rien d'un hygiéniste ou de quelqu'un de réactionnaire vis-à-vis de l'alcool. Il n'y a rien de tout ça. Alors, il était médecin, il était musicien aussi. C'était un musicien tout à fait extraordinaire. Il avait joué devant Arthur Rubinstein, qui lui avait dit, quand il était lycéen, Rubinstein lui avait dit « Ne faites pas d'études de médecine, faites de la musique, vous êtes un surdoué, continuez là-dedans. » Il avait longtemps hésité, et puis il avait fini par faire les études de médecine. Et après ses études de médecine et son internat, il avait été à New York, où il avait rapidement fait une carrière tout à fait remarquable. Il était devenu professeur de cardiologie à Cornell dans les années 80. Excellente carrière. Simplement, médecin, professeur de médecine à New York, allait avec une vie mondaine. Il avait des amis, il aimait la fête, même s'il ne buvait pas. Et puis, dans les fêtes, dans les mondanités où on l'invitait, on lui demandait de jouer du piano. Et il avait beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal parce qu'il était extrêmement timide. Il était d'une timidité pratiquement maladive. Il avait d'ailleurs ce qu'on appelle en psychiatrie, je ne sais pas si vous connaissez, des attaques de panique. Il paniquait en fait quand il était en situation de devoir démontrer quelque chose en public. Et quelqu'un lui conseillait de boire un verre d'alcool. Il avait 30 ans, il n'était pas du tout alcoolique. Il n'était même pas particulièrement attiré par l'alcool. Enfin, il n'avait jamais bu particulièrement. Ça n'intéressait pas beaucoup. D'ailleurs, le whisky, il n'aimait pas particulièrement le whisky. Il trouvait que c'était très mauvais. Simplement, il s'est aperçu que boire un verre de whisky, effectivement, on se sentait beaucoup mieux. Et il jouait beaucoup plus facilement. Il avait des contacts sociaux beaucoup plus faciles. Et puis, comme ça, pendant des années, il a continué à être un grand cardiologue, à fréquenter les parties new-yorkaises où il buvait. Et puis, il buvait un verre, puis 2 verres, et puis 3 verres. Il buvait toujours en public. Et puis, un jour, il s'est aperçu qu'il se mettait à boire tout seul. Quand il rentrait chez lui, il buvait. Et puis, progressivement, il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus se passer d'alcool. Et puis, ça a été la spirale de l'alcoolisme. Il était devenu dépendant à l'alcool, c'est-à-dire qu'il était devenu esclave de sa bouteille.
Et ça a été une déchéance assez terrible. Les Américains ne sont pas très gentils avec les personnes qui boivent, et il a été donc on lui a interdit d'exercer. Il a exercé en privé ensuite. Il est parti de l'hôpital et puis il n'a plus pu assumer ses tâches comme médecin privé. Et ça a été une déchéance progressive assez terrible. Alors, c'était quand même un médecin, un chercheur, quelqu'un de très au fait des choses scientifiques. Et dans ces moments de conscience qui étaient de plus en plus rares, il regardait la littérature scientifique. Ça a duré toutes les années 90, c'est-à-dire sa déchéance. Et il est revenu en France, d'ailleurs, au début des années 2000. Et en 2000, il a lu un article qui était paru dans le New York Times, où il était question d'une molécule qui s'appelait le baclofène. Et c'était la journaliste, dans l'article du New York Times, relatait le cas d'un cocaïnomane, donc d'un toxicomane à la cocaïne, qui avait pris du baclofène et qui avait observé que son appétence pour la cocaïne avait considérablement diminué. C'était agrémenté d'études en imagerie cérébrale, dans des choses un peu compliquées, qui s'appelle la caméra positron, qui permet de voir les récepteurs et l'activité dans le cerveau. Et il y avait des belles images dans le New York Times où on voyait cette personne, son cerveau, avec des régions du cerveau qui étaient impliquées, qui étaient connues pour être impliquées dans les addictions, qui fonctionnaient de façon anormale, et puis qui étaient normalisées par le baclofène. Et alors il s'est un petit peu renseigné sur le baclofène, et il s'est aperçu qu'en fait ça faisait partie des molécules qui, à l'époque, donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, était une molécule qui avait potentiellement des propriétés anti-addictives. Pas seulement dans l'alcool, mais dans la cocaïne aussi. Et il y a eu pas mal de travaux qui étaient publiés à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui étaient faits par les Italiens. Les Italiens, dès la fin des années 80, avaient remarqué qu'une molécule qui s'appelle l'acide gamma-hydroxybutyrique diminue la prise d'alcool chez l'homme. Cet acide gamma-hydroxybutyrique, vous le connaissez probablement, ça s'appelle le GHB, et c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur. C'est-à-dire que celui qui a le projet de violer met un petit peu de GHB dans la boisson de la personne qu'il voudrait violer. Là, et le GHB met dans un espèce d'état d'euphorie, de bien-être tout à fait étonnant, et puis de somnolence et de troubles de la conscience. Et c'est un médicament d'ailleurs qui rend addictif. Il y a beaucoup de gens qui deviennent dépendants du GHB. Et ce GHB a la particularité d'agir, entre autres, sur un récepteur qui est un récepteur qui s'appelle récepteur au GABA de type B. Et les Italiens avaient bien observé que le GHB était une molécule très intéressante, mais que malgré tout, les effets secondaires étaient assez gênants. Et ils cherchaient des molécules qui avaient un site d'action sélectif sur le récepteur GABA-B, mais qui n'auraient pas les propriétés du GHB, qui agissait aussi sur d'autres récepteurs, ce qui expliquait la dépendance au GHB, l'euphorie, les troubles de la conscience. Et le baclofène est cette molécule. Le baclofène est d'ailleurs le seul médicament qui existe et qui soit sélectivement actif sur les récepteurs GABA-B. Et le baclofène, c'est une molécule qui était très très connue parce qu'elle était utilisée par les neurologues depuis le début des années 70, c'est-à-dire depuis près de 40 ans. Enfin, actuellement 40 ans, ça faisait 30 ans à l'époque. C'est une molécule qui est utilisée dans les spasmes musculaires chez les personnes qui présentent des scléroses en plaques. Donc c'est une molécule qui est très très utilisée, très connue, dont on connaît très bien les effets indésirables. Et les neurologues l'utilisaient à des doses bien supérieures à celles qui sont préconisées dans les caractéristiques qu'on voit produits, qu'on voit dans des gros livres comme le Vidal, vous savez, où il est dit vous devez pas donner plus que telle ou telle dose d'un médicament. Les neurologues en donnaient de beaucoup plus grosses doses depuis longtemps. Donc, Olivier Amezen s'est évidemment intéressé à cette littérature et il s'est dit je vais prendre du baclofène.
Il raconte ça très bien dans son livre, dont on parlera tout à l'heure. Il a gardé pas mal de temps le baclofen dans sa poche, en se demandant s'il allait en prendre ou non. Et un jour, il a commencé à en prendre. Et il raconte ça dans son livre, il augmente progressivement les doses, il se renseigne sur les doses, il s'aperçoit qu'en fait, chez l'animal, pour avoir un effet anti-addictif, il faut prendre des doses assez élevées, si on parle en milligrammes kilo chez l'homme, c'est-à-dire que le baclofen ne doit pas être donné à plus que 80 milligrammes en pratique clinique courante, et si on voit ce qui se passe chez l'animal, il faut en prendre jusqu'à 200 ou 300 mg pour avoir un effet. C'est des comprimés à 10 mg, donc il faut prendre jusqu'à 20 ou 30 comprimés par jour. Donc il a augmenté progressivement les doses, et puis un jour, le 14 janvier 2004, il était chez des amis dans une station de ski, et à cette dose-là, alors qu'il va dans son bar habituel et il voit les gens boire, et il dit d'habitude, comme tous les alcooliques, voir une bouteille, les bouteilles me parlent, il dit, les bouteilles me parlent, les verres me parlent, quand je vois une bouteille de whisky, j'ai envie de boire. C'est ce que disent tous les alcooliques, enfin, quand ils sont en présence de ce qui peut réactiver leur envie de boire. Et ce jour-là, il avait pris 27 comprimés de baclofen, il était donc à 270 mg, et ce jour-là, il a vu quelqu'un boire du whisky, il a regardé la bouteille, il a été stupéfait parce qu'il avait une indifférence absolument totale vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du whisky, ça ne lui disait rien. Il a lui-même pris une bouteille, il a regardé, ça ne lui disait plus rien. Alors évidemment, ça aurait pu être un hasard, ça aurait pu être un cas clinique unique, ça aurait pu être quelque chose de pas reproductible, et il en a parlé autour de lui, il a parlé aux médecins qu'il connaissait, et les gens ont montré pas beaucoup d'intérêt. Ils trouvaient que, bon, très bien, Olivier, tu as arrêté de boire avec 270 mg de baclofen, bravo, mais bon. Il y a un médecin quand même qui lui a dit qu'il devrait écrire un article pour rapporter ce cas. Et il a écrit un article qui a été publié dans une revue assez prestigieuse, qui s'appelle Alcoholisme, à la fin de l'année 2004, qui est sous forme Internet, en fin 2004, est paru dans la revue sous forme papier en 2005. Et c'était l'histoire donc d'un médecin brillant, devenu alcoolique, ayant tout perdu, et s'étant soigné avec du baclofen et étant sorti de sa dépendance à l'alcool grâce au baclofen. C'est paru en ligne, c'est paru dans le journal, et Olivier raconte très bien comment, à la suite de la publication de cet article, il se disait les gens vont réagir quand même. Rien, absolument rien. Il passait des jours à attendre sur Internet, dans les trucs, rien. Personne n'a réagi à cette découverte, ce qui l'a énormément déçu, mais quand même, il s'est dit, enfin, j'ai quand même trouvé un truc extraordinaire, il faudrait le faire savoir, et il était donc en France, il a été voir les universitaires français, il y a des universitaires alcoologues en France qui sont spécialisés dans l'alcoolisme, il a été les voir, il leur a parlé de son expérience, etc., et rien. Il a dit, écoutez, il faudrait faire une étude clinique avec plus de cas, essayer de répéter ce qui s'est passé chez moi, chez d'autres personnes. Quelques universitaires ont fait une étude complètement bancale qui n'a jamais été réussie à être financée. C'était une très très mauvaise étude. Rien. Alors moi j'ai rencontré Amezen en 2006, c'est-à-dire que son papier était paru depuis à peu près 1 an ou 1 an et demi. On avait des amis communs, on s'est rencontrés comme ça. Et donc je suis médecin, je suis responsable d'un service de psychiatrie à Villejuif, et j'avais quelques alcooliques dans mon service, et j'ai donné du baclofen à quelques-uns de mes patients, et parce que je ne croyais pas particulièrement moi-même, je n'étais pas du tout enthousiasmé, mais bon, j'avais des patients, j'ai donné du baclofen, et chez les patients auxquels j'ai donné du baclofen, ça a été tout à fait extraordinaire, en montant un peu les doses assez rapidement, je me suis aperçu, et les patients me disaient, l'alcool, ça ne me dit rien. Je suis devant un verre, je me verse un verre, je l'oublie au bord de la table, ça ne me dit absolument rien. Alors, on était quand même 2 ou 3, il y avait un Suisse, à se dire, il faudrait faire quelque chose, on ne savait pas quoi faire. Et Olivier a dit, je vais écrire un livre. Et il a écrit un livre qui est paru en octobre 2008, qui s'appelle « Le dernier verre ».
Et ce livre a eu un succès absolument extraordinaire. Il a été tiré, retiré, etc. Il a vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Et ce qui s'est passé en ce qui me concerne, c'est que j'étais le seul médecin cité dans le livre prescripteur potentiel de baclofène. C'est-à-dire qu'Olivier ne prescrivait pas. Il était médecin, mais il n'avait pas d'autorisation à prescrire. Il n'était pas un médecin installé. Et donc, du jour au lendemain, dans mon service, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de coups de téléphone, des fois par jour, de personnes qui avaient lu le livre et qui disaient, voilà, moi je veux ce médicament. Alors ça a été un petit peu compliqué pour moi de m'organiser pour voir les personnes, mais très bien, j'ai fait une consultation baclofène et c'est tous les mercredis, je recevais des patients qui demandaient à avoir un traitement pour le baclofène, etc. Et au début, je me suis dit, bon, on va voir, hein, si je vais essayer pendant quelques semaines, mais si ça ne marche pas, j'arrêterai. Mais ça a marché extraordinairement bien. C'est-à-dire que les 2/3 ou les 3/4 des patients, au bout de quelques semaines ou quelques mois, guérissaient de leur alcool. Ils guérissaient véritablement. C'est-à-dire qu'ils avaient cet état dans lequel s'était trouvé Olivier Amezen, d'indifférence vis-à-vis de l'alcool. Ils disaient tous la même chose. Ils disaient, un jour, à une dose donnée, je me verse un verre, ça ne m'intéresse plus. Donc, Olivier, on continue à échanger. Comme lui ne prescrivait pas, il m'envoyait les patients qui le sollicitaient pour prendre du baclofène. Donc, on continuait à travailler ensemble. On a commencé d'ailleurs à publier ensemble. En 2010, on a fait une première publication au sujet de 60 cas de patients guéris par le baclofène. Ça a été publié, etc. Mais rien, à part les malades qu'on arrivait à soigner, pour les universitaires, pour les décideurs, pour ceux qui devaient être ceux qui devaient mettre en place des essais thérapeutiques, rien du tout. Rien. C'était quand même un petit peu ennuyeux et décevant, et on ne savait pas très bien quoi faire. On réfléchissait d'ailleurs, pourquoi si peu de choses? Il y a eu aussi quelques publications internationales qui venaient d'Australie, deux publications qui venaient d'Australie, une publication américaine. Mais finalement, vu l'ampleur et la gravité de ce que c'est que l'alcoolisme, hein, des dizaines de millions de personnes alcooliques dans le monde, hein, 2 millions dépendantes en France, 6 millions de buveurs excessifs en France, vu l'importance de ce que c'est que l'alcoolisme, on était quand même un petit peu étonné par le peu de réaction en fait, de ceux qui étaient en situation d'organiser des études faites dans les règles de l'art pour obtenir une autorisation de prescrire du baclofène. Alors, on a un petit peu réfléchi et on a essayé de comprendre. Alors, d'abord, on a appris que les universitaires auxquels on avait parlé et qui n'avaient rien fait pour le baclofène, en fait, l'avaient essayé dans leur service et avaient observé que le baclofène était un médicament tout à fait extraordinaire. Et on demandait pourquoi, alors que tous ceux qui l'essayent se rendent compte que c'est un médicament extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plus de publicité qui est faite, etc. Et donc on a réfléchi, on s'est dit quoi? Pourquoi un tel silence? C'est Amezen dans son livre qui parle d'un silence assourdissant, un oxymore, etc. Alors, d'abord, on s'est aperçu que les laboratoires pharmaceutiques voyaient d'un très mauvais œil le baclofène. Les laboratoires pharmaceutiques développent des médicaments contre l'alcoolisme. Le développement d'un médicament, ça coûte extrêmement cher. Ça se chiffre en centaines de millions d'euros, hein, sinon même 1 milliard d'euros pour développer complètement un médicament. L'alcoolisme est une maladie pour laquelle il n'y avait pas de médicaments efficaces. Amezen l'avait éprouvé, hein, il avait essayé tous les médicaments qui étaient sur le marché, des médicaments qui s'appellent la Comprosate ou le Revia, etc. Il avait d'ailleurs aussi fait des psychothérapies, thérapies cognitivo-comportementales. Il dit qu'il a fait 5000 séances chez les alcooliques anonymes. Hein, il y allait quelquefois, plusieurs fois par jour. Il ne guérissait pas. Il avait fait des cures dans des cliniques. Le lendemain, à sa sortie de la clinique, en clinique, évidemment, on ne boit pas. Le jour où il sortait, il recommençait à boire. Et c'est tout le monde comme ça. Les laboratoires pharmaceutiques développent des médicaments avec l'idée que de toute façon, comme il n'y a rien
pour soigner l'alcoolisme, on peut développer des médicaments, et ça fera forcément des ventes, parce que les médecins vont dire « Ah, il y a un nouveau médicament qui est sorti, on va le prescrire, on va voir si ça marche, etc. » Donc l'industrie pharmaceutique développait des médicaments, pas très efficaces, mais a vu d'un très mauvais œil arriver ce médicament qui existait depuis 40 ans, qui valait donc rien du tout, 3 € la boîte, et qui marchait extraordinairement bien. Et il ne fait aucun doute qu'il y a eu auprès de nos universitaires français spécialisés en alcoolologie des conflits d'intérêts majeurs, c'est-à-dire que ces personnes qui savaient que le baclofène est une molécule efficace ont cherché à l'étouffer. Ça a très bien marché d'ailleurs. Hein. Les associations d'alcoologues ont fait circuler des lettres adressées à tous les alcoologues leur interdisant de prescrire du baclofène et même les menaçant au cas où ils prescriraient du baclofène. J'ai eu des cas d'alcoologues que je connaissais qui ont été renvoyés de leur association parce qu'ils avaient prescrit du baclofène. Les étudiants en médecine qui passaient des diplômes d'alcoolologie n'avaient pas le droit de citer le baclofène, ils avaient 0, etc. Il y a toutes sortes de choses qui font penser qu'effectivement nos universitaires avaient des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique qui faisaient qu'ils avaient choisi d'étouffer le baclofène. Il y avait aussi les structures de prise en charge des alcooliques. Ce sont des énormes structures extrêmement lourdes, avec des centres de cure, de post-cure, etc. Il faut savoir qu'un alcoolique, pour un alcoologue, d'une certaine façon, parce que ce n'est pas très gentil, c'est une rente à vie. Aussi longtemps que vivra l'alcoolique, on sait bien qu'il aura besoin de soins, et les structures de soins, qui coûtent très cher, finalement, sont remplies par les alcooliques. Et que si on trouve un médicament qui soigne l'alcoolisme, c'est très ennuyeux pour toutes les structures de soins. Je ne parle pas des alcooliers, des vendeurs d'alcool. Je ne suis pas en très bonne position ici, mais enfin, je crois que ce matin, au cours de la table ronde, lequel a montré qu'il y a des intérêts financiers considérables avec le vin et avec l'alcool en général. Et en industriel, quelqu'un a dit ce matin, les industriels de l'alcool ne sont pas des philanthropes. Ils ne sont pas là pour soigner les cirrhoses et les cancers. Ils sont là pour vendre du vin. Donc, on a eu quelques éléments pour penser que les alcooliers, les vendeurs d'alcool, les producteurs d'alcool, globalement, n'avaient pas eu une attitude très favorable, disons c'est une litote, vis-à-vis du baclofène. Donc, on était un petit peu désespérés. Au bout d'un certain temps, on s'est aperçu qu'on faisait énormément d'efforts, on s'épuisait à soigner des malades, mais qu'il n'y avait aucun relais qui était pris par ceux qui auraient dû prendre le relais. C'était le barrage contre le Pacifique. Hein. Il y avait des puissances financières qui s'opposaient à ce qu'on utilise le baclofène et on était un peu perdus. Un peu déprimés d'ailleurs, un peu épuisés aussi. Et puis on a gagné. Et on a gagné comment? On a gagné en créant des associations. Et là, il y a eu une personne providentielle qui s'appelle Bernard Joussaume, qui est un médecin généraliste de Bandol, qui avait essayé, qui avait entendu Olivier Mézène, qui avait essayé avec ses clients le baclofène, qui avait trouvé ça inouï, et qui avait une longue pratique de la création des associations, du milieu associatif. Il a dit, on va créer une association. Et on était un petit groupe, là, il y avait Olivier, il y avait moi, il y en avait 2 ou 3 autres. On a créé une association qui s'appelait Aube, Association des utilisateurs de baclofène, etc. Et pas une gentille association. On s'était décidé, on avait dit, ça sera une association dure. Pas une gentille prescripteur de baclofène pour des gentils patients avec des gentils médecins. C'était une association, à l'exemple d'ailleurs de certaines associations de défense dans le sida, les addictions, etc., où il y avait des associations très dures qui étaient destinées en fait à être quasiment des armes de guerre. On a décidé qu'on serait une arme de guerre. Donc on a mobilisé tout ce qu'on connaissait sur le plan médiatique. On est intervenu partout. C'est pour ça qu'on a vu le baclofène dans les médias. On a vu le baclofène partout. On a organisé des colloques assez violents. L'un d'entre nous, qui s'appelle Pierre Leclerc, a créé une sorte de collectif qui s'appelait le collectif 7 ans, 100 000 morts. Le collectif 7 ans, 100 000 morts, consistait à dire ça fait 7 ans que Olivier Mézène a découvert qu'il existe un traitement de l'alcoolisme et que si on l'avait utilisé dès 2005, dès l'époque où Olivier Mézène
avait fait sa découverte, et on aurait eu 100 000 morts en moins en France. Le collectif 700 000 morts, on l'a envoyé, il faut que je me presse, on l'a envoyé à tous nos politiques, on a eu très peu de réponses, des réponses gênées du Premier ministre, des ministres, etc. Quelques personnes quand même, on l'a envoyé à tout le monde, hein. Enfin tout le monde, à tous ceux qui sont des décideurs, tous ceux qui sont des politiques. Et on a eu finalement Bernard Debré, Didier Sicard, Philippe Even, qui ont fait des réponses vraiment positives en disant vous avez raison, battez-vous, allez-y, faites tout ce que vous pouvez, mais sinon ça a été des réponses langue de bois, oui, bon, attendons, voyons, etc. Ce qui était quand même assez extraordinaire. C'est dire quand même les puissances des industriels sur les décideurs. Bon, très bien. Il reste quoi, 5 minutes. Donc, on a gagné. On a gagné tout simplement en faisant du bruit. En faisant du bruit parce que finalement, il y a quand même des médecins qui se sont dit « je vais essayer ». Parce que c'est tout ce qu'on demandait. On demandait aux médecins d'essayer. On sait que l'addiction est une maladie. L'addiction à l'alcool est une maladie, c'est très bien démontré. La consommation progressive et progressivement plus importante d'alcool, comme ça arrive chez les alcooliques, modifie la circuiterie cérébrale, c'est très bien démontré, modifie la circuiterie cérébrale de telle sorte que le besoin de boire devient compulsif. On n'a plus de liberté. La personne qui est dépendante à l'alcool, comme Amezen le décrit très bien dans son livre, tous les matins se dit « c'est fini, j'arrête ». C'est la dernière fois, c'est le dernier verre. Et c'est jamais le dernier. C'est jamais le dernier parce que c'est comme dans cette maladie qu'on connaît assez bien, qui s'appelle les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, où des personnes font 200 fois par jour les mêmes gestes, se lavent les mains, vérifient des trucs, etc. Les personnes qui ont des TOC disent « je sais que c'est absurde, je sais que je vais me laver les mains, que ça n'a aucun intérêt, que c'est idiot, mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça, c'est une compulsion ». L'alcoolisme est une maladie parce que c'est une maladie des compulsions. Et que la volonté, c'est très bien, c'est très fort, c'est extraordinaire que des gens arrivent de s'arrêter de boire par la volonté, mais c'est bien établi, 90% rechute. Même avec toutes les ailes, etc. Bon. Donc, je ne sais même plus où j'en étais d'ailleurs, donc soigner cette maladie, oui, il y a des médecins qui se sont dit, je vais quand même donner du baclofène. Et il y a eu de plus en plus, ça s'est su de bouche à oreille. Moi, j'ai eu des médecins qui m'ont appelé, qui m'ont dit « je ne croyais pas ce que tu disais, je pensais que tu étais… » Puis j'ai essayé, mais c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Et on disait tous la même chose aux médecins « essayez, essayez ». Et de plus en plus de médecins ont essayé. Et la prescription de baclofène, c'est pour ça que je dis que c'est gagné, la prescription de baclofène chez les alcooliques n'a plus besoin maintenant d'autorisation de nos instances sanitaires qui tergiversent, qui mettent du temps, qui ne veulent pas prendre de décision, alors qu'ils savent très bien que c'est un médicament extraordinaire, mais aussi qui ont des pressions au-dessus d'eux. Les médecins prescrivent, ils prescrivent hors AMM, ça n'a aucune importance de prescrire hors AMM. Tout le monde le sait. En psychiatrie, on a fait une étude, la moitié des patients ont des traitements hors AMM. En 2009, il y avait 200 médecins qui prescrivaient du baclofène. En 2010, il y en a eu 2000. En 2011-2012, c'est exponentiel. Il y a actuellement plusieurs dizaines de milliers de médecins qui prescrivent du baclofène et il y a plus de 100 000 patients qui sont sous baclofène. Autorisation ou pas autorisation, on s'en fiche. Les témoignages sont innombrables sur Internet. On voit très bien que ça marche d'une façon extraordinaire. Les anti-baclofènes continuent à mettre des bâtons dans les roues, à diaboliser le baclofène. C'est vrai que ce n'est pas un médicament d'un maniement très facile, qu'il a des effets secondaires, mais les effets secondaires ne sont pas graves quand on suit bien le traitement, quand on suit attentivement les patients, quand on le prescrit dans des bonnes conditions. Donc, voilà. Olivier Amezen est décédé en juillet dernier. Il aurait été très heureux d'être là aujourd'hui. Il aurait été très heureux d'entendre que la bataille est gagnée. Et je crois qu'il est mort d'un infarctus du myocarde. Je crois qu'il est mort d'épuisement, surtout. Il s'est battu d'une façon, avec un courage absolument extraordinaire. Un jour, le cœur a lâché chez un cardiologue. C'est la triste histoire. Voilà. Je vous remercie et je vous remercie pour Olivier.